Bien, merci beaucoup. On va peut-être arriver vers notre quatrième dernier grand moment avant de lancer une discussion plus générale. Euh, et en effet, on comprend à quel point, en fait, derrière l'expression archive audiovisuelle, il y a une grande fragmentation, un grand tremblement, même, je dirais. Agnès l'a rappelé, évidemment, sur l'original et la copie, tout le monde le sait, mais ses conséquences sont en termes d'analyse et surtout de degré d'information, parce qu'après tout, c'est vrai que dans cet écart, parce que quand on emploie le mot rush, on a l'impression de quelque chose de très brut, et puis finalement, il y a toujours un peu de montage, évidemment, et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une trace, comme le rappelait Patrick tout à l'heure, c'est évidemment quelque chose qui s'invente comme trace aussi, donc qui sélectionne sa propre traçabilité. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir sur l'interprétation qu'on peut en faire. Et justement, en parlant d'interprétation, d'exploitation, même si ce terme est assez désolant, puisque les archives ne sont pas que des gisements et des miniers, eh bien, on peut peut-être en venir donc à la manière dont aujourd'hui des historiens de la Révolution française, et plus simplement des historiens de la mémoire ou de la politique culturelle autour de la Révolution française, comme Patrick l'a évoqué tout à l'heure, comment ces historiennes et historiens de la Révolution française, donc là en l'occurrence on a la chance d'avoir Annick Duprat et Comsignan, deux générations tout à fait différentes, perçoivent au moins cette part audiovisuelle de la mémoire de la Révolution française, sans mauvais jeu de mots, et ce qu'on peut en faire, y compris d'ailleurs. Alors, puisque vous me donnez la parole, moi je me suis quand même interrogée quand j'ai reçu cette invitation. Pourquoi moi? Parce que bien sûr, j'ai été témoin, j'étais déjà professeur depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas beaucoup vu le bicentenaire, je dois dire. Je n'ai pas su ce qui se passait à Versailles, il faut bien le dire, parce que la radio n'en parlait pas, je pense. Je ne lisais peut-être pas assez de journaux et on ne mesure jamais, je crois, assez la révolution qu'a constituée Internet et en particulier les réseaux sociaux. Vous êtes au courant, dès que n'importe quel personnage important se gratte l'oreille, la France entière, le monde entier est au courant qu'il s'est gratté l'oreille. Alors, en 1989, je n'ai pas su ce qui se passait à Versailles. Je travaillais beaucoup, plein d'heures sup, l'université qui manque d'enseignants, allez hop, des heures sup à l'université, je faisais ma thèse au milieu de tout ça. Et puis, première mémoire du bicentenaire, le Congrès mondial. Alors, le Congrès mondial avait lieu à la Sorbonne. L'éducation nationale ne m'avait évidemment pas exonérée de bac. Je demandais à le faire passer en septembre, mais que nenni. J'ai donc été convoquée en même temps que le Congrès mondial. Mais bon, j'ai tout fait, parce que tout était dans le même quartier. Et ensuite, c'était la grande cérémonie à la Concorde, pour moi, hein, puisque je n'ai pas su ce qui se passait à Versailles. Alors, mon témoignage de la Concorde, j'étais avec des amis, nous pensions qu'il y aurait un monde fou dans les rues de Paris, il faisait très beau. Donc on a marché, on s'est promené, rive gauche, parce qu'on pensait que la rive droite serait inatteignable. Il y avait quasiment personne, à la fois rive gauche et rive droite. Alors rive droite, on arrive, la République a honoré les membres du Congrès mondial, donc j'étais dans une tribune d'officiels, ce qui m'a permis de voir arriver Madame Danielle Mitterrand en premier, puis ensuite le président Mitterrand avec Helmut Kohl, donc ça c'est quand même un souvenir, et qui se sont placés évidemment tout près des barrières, qui voyaient mieux que nous, et nous avons donc assisté à cette grande parade de Goudes. J'étais, pour la petite histoire, avec Jean Jacquard, qui était mon voisin, qui habitait le Marais, la maison d'à côté. Et nous sommes rentrés à pied depuis la Concorde, et je peux vous dire que la ville était déserte, qu'avec Jacquard, on n'en revenait pas, parce que Jacquard vibrait vraiment, hein, il m'a raconté sa vie, la libération, tout ça. Il vibrait vraiment pour le souvenir de la Révolution, et cette ville déserte, on rentre, c'était rue Ferdinand Duval, mais pas un bruit, pas un mot, pas une fenêtre ouverte. Donc là, c'est véritablement un souvenir que j'ai trouvé assez négatif. Évidemment, c'est une perception, hein. Jacquard n'est plus là, hélas, mais on en a souvent reparlé après. Et quand j'ai regardé les rushs, donc de ce qui se passait à Versailles au mois de mai 89,
1989, je me suis souvenu qu'une de mes amies, elle, savait qu'il y avait des choses à Versailles et était allée à Versailles. Et donc, je lui ai téléphoné pour lui dire, mais tu as vu quoi, comment c'était, etc. Alors, elle n'a pas vu ce que Moati a filmé, c'est-à-dire, elle a vu vraiment le cortège. Hein. Elle a vu le carrosse, le roi et la reine, elle a vu les différents députés. Donc, c'était dans Versailles. Alors, je lui demande, parce que j'ai bien regardé les roches, je lui demande, y avait-il du monde aux fenêtres? Parce que dans ces roches, on voit quand même du monde aux fenêtres. Alors, pas toutes les fenêtres, hein, mais je ne vais pas faire d'ironie en disant c'est parce que c'est Versailles, parce qu'à Paris, il n'y a jamais personne aux fenêtres, hein, c'est fini. L'enthousiasme, quand il y a des manifestations, les gens sont en fait peut-être déjà dans leur résidence secondaire, je ne sais pas. À Versailles, sur les roches de Moati, on voit assez souvent des gens aux fenêtres, et en particulier les plus jeunes. Et les plus jeunes qui sont tout contents, évidemment, c'est un spectacle. Hein. Certains applaudissent. On entend aussi, mais pas énormément, Vive le roi. Alors, pas énormément. Ça m'a frappé. Je me disais, tiens, il crie Vive le roi. C'est au moment où les comédiens arrivent vers cette église et où ils vont. Alors, est-ce que c'est prêter le serment? Je n'ai pas tout compris hein, de ce qui se passait, puisque c'est quand même des petits bouts. Et puis, une des journalistes dit, ah, il crie Vive le roi. Alors, on entend toujours en voix off un autre qui dit, oh, mais ça fait un bout de temps qu'il crie Vive le roi. Bon, là-dessus, personne ne se met martel en tête, personne ne se préoccupe de ça. L'impression versaillaise, moi, ça m'a fait plaisir, hein, même si c'est très très long et que vraiment j'y ai passé des heures et des heures à regarder tout ça. Mais l'impression versaillaise que j'ai eue, pour quelque chose dont je n'ai pas du tout été témoin et dont j'ignorais même l'existence, je ne l'ai appris que quelques semaines plus tard, c'est quand même d'une célébration joyeuse. C'est-à-dire que Moati promène sa caméra et pose des questions à tout le monde. Alors bien sûr, on peut sourire. Moi, j'ai souri quand je vois ce garde que l'on interroge. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, il faisait son service militaire et il le fait à Satory. Ben oui, c'est à côté, c'est à Versailles. Hein, les militaires sont là. Et alors, que savez-vous de la Révolution? Oh, ben, pas grand-chose. Oui, la rumeur dit que c'était bien, la rumeur. Alors ça, j'ai trouvé ça très très amusant qu'ils disent la rumeur. Ça veut donc dire qu'il a entendu dire que la Révolution c'était bien. On lui dit aussi, mais est-ce que vous l'avez appris à l'école? Et à lui et à plusieurs, les réponses sont en général évasives et il y en a même qui disent non, on ne me l'a pas appris à l'école. Ce qui ne peut pas être vrai, parce que c'est dans les programmes scolaires, sauf s'ils ont arrêté, et à l'époque, on arrêtait volontiers, sa scolarité, même avant la troisième, et les programmes sont variables, évidemment, selon la nature. Et puis, bon, les mômes, quand ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Hein. Donc après, ils ne se souviennent pas et ils disent « on ne me l'a jamais appris ». Bon, ça, c'est la chose banale. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est les questionnements de gens. Par exemple, il y a une petite jeune fille qui vend des glaces, des ballons, des choses comme ça. Et alors, elle dit oh, « non, non, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, non, non, la journée n'est pas bonne ». Et va savoir pourquoi. Elle fait le rapprochement avec le bicentenaire des États-Unis. Elle était donc 2 ans auparavant aux États-Unis et où elle a beaucoup mieux vendu, où c'est beaucoup plus marrant et les gens savent faire la fête et en France, ils ne savent pas faire la fête. Bon. Je me suis dit, ah bon, ça c'est intéressant, c'est un témoignage. Moi, je n'ai pas été ni à Versailles en 1989, ni aux États-Unis en 1987. Mais voyez, si un historien, parce que c'est la question qui est posée, si un historien vous interroge pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ça, alors bien sûr, on peut dire que c'est une photographie, c'est un instant T. Mais c'est un instant T de personnes choisies peut-être au hasard, ou peut-être parce qu'ils ont une bonne tête. Il y en a un qui a effectivement une bonne tête. Moi, j'ai supposé qu'il était professeur parce qu'il parle des Girondins. Il dit, nous, on est Girondins, mais on est pour la Révolution. Mais après, on sait que ça va mal se passer. Puis, il fallait pas exécuter le roi. Alors, tout un discours d'histoire qui est un discours pas sot du tout. Et je me suis dit, lui, il était retraité, hein, quand on lui demande son métier, il est retraité. Je trouvais qu'il était bien jeune pour être retraité, mais bon, peut-être qu'il avait un visage très très jeune. Je me suis dit,
Ça, c'est un prof d'histoire. Mais enfin, c'est moi, hein, parce qu'il savait plein de choses de la Révolution. Ça aurait été intéressant d'en savoir plus. Mais en même temps, est-ce que Moatti et ses collaborateurs pouvaient aller plus loin dans je pose des questions? Parce qu'il faut aussi garder la fraîcheur des réactions. Alors, dans les réactions aussi, je dis mon sentiment, hein, que j'ai trouvé sympathique et qui m'ont d'autant plus plu que je pense qu'aujourd'hui, si on interroge une foule, que ce soit à l'orée d'un match de foot ou d'un Tour de France, enfin quand il y avait du monde, ou je ne sais quoi, on n'aurait sans doute pas des réactions aussi sympas. Les gens sont en fait contents. Il fait une chaleur à crever, hein. Ça, mon amie me l'a dit. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il faisait chaud. Et on voit d'ailleurs sur les roches de Moatti un garde qui tombe raide par la chaleur et qui est ensuite mis sur une civière. Il a l'air d'aller pas bien du tout, hein. Et c'était des jeunes, hein. C'était en général des gens qui faisaient leur service militaire. Mais être immobile comme ça, évidemment, c'est dur. Alors, il y a des touristes étrangers. Alors, on ne leur demande pas d'où ils viennent, mais ils ont un accent étranger. Ils disent qu'ils étaient venus voir le château de Versailles et qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Donc, pas de château, évidemment, privé de château. Mais en revanche, ils sont contents comme tout. Ils disent vive la démocratie, contents de cette séance d'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait entendu, et peut-être plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, parce qu'il y a une grande différence, hein, entre les deux, hurler, le château de Versailles est fermé, quel scandale, etc. Moi, ce qui m'a frappé, mais c'est peut-être moi, j'ai trouvé que cette France-là était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaleureuse que celle que je vois aujourd'hui. Je ne dis pas tellement dans les rues, parce que forcément, je les fréquente relativement peu, mais quand même, quand je vois du monde, je trouve que les gens sont plus gentils que l'écho que les médias et les réseaux sociaux nous en donnent. Et pour revenir à ce que je disais au début, mon expérience parisienne était quand même une très mauvaise expérience. Parce que je vous ai dit, le début, on était rive gauche, en pensant qu'il y aurait plein de monde rive droite, mais rive gauche, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les voitures qui sont en stationnement, comme toujours. Sur chaque voiture, il y avait des papillons de l'anti 89. Des papillons de l'anti 89, des Vive le Roi, etc. sur chaque voiture. J'étais avec 2-3 amis, alors après j'étais simplement avec Jacquard, et parce que mes amis, c'était pas des aristocrates de l'histoire, ils n'étaient pas invités, donc eux ils étaient aux Champs-Élysées ailleurs, mais on était un peu terrifiés, on s'était dit, alors bien sûr on s'est dit, bah ils ont fait tous les quais Malaquais, etc. Ça veut rien dire. Mais au retour dans l'autre sens, on était rive droite. La ville était silencieuse, déserte, les gens étaient partis, je pense que beaucoup étaient partis. À un moment, dans ma rue, notre rue, puisque Jacquard habitait à la maison mitoyenne de la mienne, rue Ferdinand Duval, on entend un pétard. Alors on s'est dit, tiens, on rentrait dans la rue, hein, on s'est dit, tiens, un pétard, il y a des gens, on a vu le pétard qui a été jeté devant nous, il y a des gens qui vont faire la fête, pas du tout, ça s'est arrêté là. Un pétard dans la nuit déserte du 14 juillet 89. Alors ça, ce sont des témoignages privés qui n'ont de valeur que d'exemples privés. Mais la comparaison Versailles-Paris m'a quand même beaucoup frappée quand j'ai regardé ça. Et je regrette vraiment beaucoup que le journal du bicentenaire, donc le court-métrage ou long-métrage, enfin le documentaire de Moatti, ne soit pas accessible. Je l'ai cherché, il n'est pas accessible même en payant et il est nulle part. Ce serait sympa qu'il soit quelque part, de savoir qu'est-ce qu'il a fait de tout ça. Parce que c'est 6 heures, hein, ça fait quand même 6 bobines et elles ont pratiquement 1 heure chacune. Bien sûr, même s'il y a des répétitions, s'il y a des choix d'événements, puisqu'on est toujours le 4 mai 89 à Versailles, hein, on ne sort pas de là, donc il a choisi les grands événements. Mais il a toujours ce côté Moatti qui est un côté chaleureux et donc la conversation avec le public était sympathique, mais ce serait sympa pour un historien, alors peut-être un historien de l'audiovisuel, un historien du temps présent, etc., de pouvoir comparer qu'est-ce qu'il en a fait dans son journal du bicentenaire. Alors moi, ça m'a manqué de ne pas avoir le journal du bicentenaire. Et donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Mais je voudrais juste, puisque j'ai la parole, revenir à une remarque qu'a fait Agnès Magnin tout à l'heure et qui m'a amusée, quand elle raconte qu'elle était au sous-sol du Caran pour regarder des archives. Alors moi, quand j'ai fait ma thèse, je l'ai commencée en 86 et terminée en 90 ou 91, je ne sais plus. Je courais après le bicentenaire. C'est-à-dire que moi, au départ, ma thèse, c'était la caricature, c'était pas la Révolution. À l'arrivée,
On me dit, la révolution arrive, ça vous intéresse? Je dis, ouais, pourquoi pas. Mais on m'aurait donné n'importe quel autre sujet, c'était le n'importe quel autre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'opinion, la rumeur, la caricature. Et le bicentenaire arrivait. Donc, à la BNF, les LB39 partaient, à la BNF imprimée, hein, qui était à Richelieu, partaient tout de suite pour être numérisés. Donc, vous n'aviez pas droit au LB39. Aux archives de Paris, même chose. Et puis, les archives de Paris se préparaient à déménager, donc il fallait foncer. Carnavalet, c'était pareil. Et quant à la BN Stamp, alors, excellent souvenir, et c'est là où j'arrive au sous-sol, c'est que je cherchais un document que j'avais vu à la BN Stamp qui s'appelle La Grande Colère de Capelle-Aînée. Et elle est aussi à Carnavalet, elle est dans différents musées de province que j'étais allée voir, mais à chaque fois, elle n'a pas les mêmes couleurs. Et avant que je ne sache que c'est parce que vous l'achetez noir et blanc, puis vous demandez au libraire, vous dites là, je veux telle ou telle couleur, hein, donc c'est handmade, hein, comme on disait pas à l'époque. Donc je ne savais pas, je me disais, tiens, il y a peut-être des différences. Puis un jour, j'ai vu les différences. Je me disais, parce que je décrivais les images, il n'y a pas d'ordi, rien, hein, je vous parle de l'âge des cavernes. Hein. Et un jour, je me dis, mais il y a quand même des différences. Donc, je demande au conservateur de salle si je peux aller voir, parce qu'on avait droit qu'à des méchants microfilms, hein, c'est quand même aussi pas très sympa non plus, aller voir l'original. On me dit, oui, mais l'original, il est au 5e sous-sol. Donc, je descends au 5e sous-sol, où je suis très bien accueillie par les conservateurs qui étaient en train de numériser tout ça pour le vidéodisque que Maxwell a offert et qui maintenant est transféré à Stanford, etc. Et j'ai vu les différentes versions de La Grande Colère de Capelle-Aînée. Effectivement, il y a des versions différentes. Quand j'ai demandé mais laquelle est la plus ancienne, on dit oh là là, il faut mesurer parce que le papier se dessèche, enfin tout ça. Donc c'est au micron près, donc évidemment on n'est pas allé mesurer. Mais j'ai quand même fait un article pour le fameux congrès mondial du bicentenaire, La Grande Colère de Capelle-Aînée ou Qui casse les verres, les paix. Et je trouvais ça très très sympa cet article parce que c'est véritablement avec cette image la création d'une rumeur où tout le monde ment, où il s'agit de démontrer que le roi est devenu fou au retour de Varennes, il casse tout, donc il faut le destituer. Et c'est avant que Barnave ne parle et dit « Voulez-vous continuer la révolution ?» etc. Et où on a peur de l'avenir et on ne destitue pas le roi. Mais voyez, cette histoire de sous-sol, moi j'ai gardé un très bon souvenir. Les deux conservatrices qui m'avaient accueillie, c'est Marie-Claude Thompson et Odile Falliou, qui étaient assises par terre avec leur grande colère devant elles. Et nous avons bavardé agréablement. Voilà ce qu'était la recherche avant qu'il y ait tous ces outils. Merci. Merci beaucoup, Annie. Je précise, Agnès Magnien vient et Martine Siblima viennent de le préciser, que la version montée donc, du journal du bicentenaire, en fait, se trouve en ligne, elle dure 1h30, donc elle avait été diffusée donc, le 17 décembre 1989 sur FR3, donc elle est disponible sur l'Inatech, et dans de nombreux autres établissements, et il en existe aussi bien sûr une copie dans le fond de la mission. Mais ça, voilà, ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, je rappelle quel a été le choix initial, peut-être Martine l'avait mentionné au tout début de notre rencontre, c'est que précisément grâce à cette multiplicité d'originaux et de copies, d'état du rush à la version montée, nous avions choisi de faire cette séance sur la mission et à l'intérieur de la mission sur le journal, précisément parce que là, on a en fait, c'est comme un appel d'offres à études. On a un cas d'étalonnage où se croisent mémoire, archives volontaires. Annie vient de soulever tous les problèmes que pose, bien entendu, cet enregistrement, je dirais, à la volée, au doigt mouillé, presque impressionniste. Vous avez bien raison de le souligner, après tout, on ne sait pas qui parle vraiment, et que justement un travail critique consisterait pas simplement à faire des hypothèses comme vous venez de le faire sur le retraité, le jeune retraité, mais éventuellement à retrouver des personnes et la trace de ces personnes. Donc c'est évident que l'incroyable mise en archive de la mission du bicentenaire et de son journal moassien pourrait faire l'objet d'un travail d'une carotte technique précise sur la manière dont on confronte
les impressions, les mémoires, et je suis très sensible à ce que vous venez de dire sur votre parcours urbain en juillet 89, parce qu'en effet, ça c'est évident que l'omniprésence, par exemple, pendant que les républicains sont à la fête, les royalistes en profitent pour mettre si je dois dire, de coller des autocollants partout, voilà, c'est intéressant. Et effectivement, je suis d'autant plus sensible que j'ai connu Jean Jacquard un tout petit peu de votre témoignage, que effectivement, je l'imagine qu'il était assez désolé de tout ça. Mais je voulais juste préciser, parce que vous ne l'avez pas dit, que le Congrès mondial, qui était donc la grande œuvre de Michel Vauvel, enfin la grande œuvre, disons était consacré à l'image. Et c'est là où il y a une mise en abîme très forte, puisque vous le savez sans doute, Michel Vauvel a beaucoup, qui d'ailleurs lui-même n'était pas forcément qu'un historien de la Révolution française, bien loin de là, était d'abord un historien des images aussi, et que son grand combat, ça avait été de mettre en valeur les sources iconographiques de la Révolution française, ce qui a beaucoup influencé d'ailleurs, pas influencé, mais qui est beaucoup lié aussi à la création du musée de Visil, enfin, du musée d'histoire de la Révolution française, qui en 87, même si ça avait été fait, conçu au départ par Dubedoux, récupéré par Carignon, et donc... Mermaz. Oui. Président du Conseil général avant Carignon. Oui, tout à fait. Mais donc conçu par la gauche mais récupéré par la droite, pour dire les choses. Dubedoux étant maire de Grenoble et mort en 83. Bref, tout ça, l'image comme source nouvelle pour l'histoire de la Révolution française au moment du bicentenaire fait un écho aussi à cette question de l'archive par l'image du bicentenaire. Hein. Donc c'est aussi un angle important. Et pour finir les précisions ou les notes en bas de page de ce qu'a dit Annie, en effet, la cérémonie de mai 89, là je le dis pour tout le monde et pour le public, c'est la cérémonie d'ouverture officielle. Hein. Jean-Noël, je parle sous votre contrôle. D'ouverture, c'est le moment où Mitterrand, dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, lance. Non, c'est pas ça. Alors bon, je me trompe alors. Je vais vous le dire. C'est bien normal que vous ne me rappeliez pas avec autant d'intensité que moi. Oui. Je peux réagir à ce qu'a dit Annie Duprat aussi. Il y a une ou deux petites choses brèves. D'abord, effectivement, mai 89, c'était organisé principalement avec la mairie de Versailles. Qui n'avait pas le goût de porter la mémoire exactement jusqu'au fond de l'extrême gauche, compte tenu de ce qu'était la bonne ville. Et c'est le seul moment qui a été un peu du type musée Grévin. Effectivement, d'ailleurs, assez sympathique, avec des défilés, on habillait les gens, etc., etc. Première observation. Deuxième observation, oui, 14 juillet, je n'ai pas très bien compris pourquoi Annie Duprat s'est étonnée que la ville fût déserte. Parce qu'en réalité, tout le monde était aux Champs-Élysées. Il y avait 1 million de personnes qui étaient aux Champs-Élysées. Ils n'avaient pas envie de se promener rue de la montagne Sainte-Geneviève. Donc, c'est assez naturel qu'ils étaient là. Et que quelques trublions qu'on a connus, qui sont moins négligeables qu'on a dit, les anti-révolutionnaires. J'habitais à côté. Non, mais quand même, au retour de la place de la Concorde, on va à pied, on prend toute la rue de Rivoli jusqu'au Marais, on ne rencontre personne. Où j'étais passé, ce million de personnes qui étaient là. Eh bien, je ne sais pas. Alors, moi, j'habitais à la Bastille. Le métro marchait. Moi, j'habitais à la Bastille. Ils ont dû s'auto. Oui, vous habitiez à la Bastille? J'habitais à la Bastille et pendant toute la journée du 14 juillet, il y avait un pétard par seconde. Ah, bah d'accord. Donc, il devait y avoir un petit peu de monde. D'accord. C'est bien de confronter les mémoires. J'ai la clé, c'est que la rue Ferdinand Duval est exactement entre la Concorde et la Bastille. Donc c'est l'angle mort sonore en fait. Voilà. Tout s'explique comme quoi il faut, même les témoignages des historiens, il faut les remettre en perspective, effectivement. Et c'est le 20 juin. Oui, le 20 juin, pardon. Pourquoi j'ai dit mai alors que le lancement c'est le 20 juin, le jour du serment du. Pas vraiment le lancement, mais c'est le jour, et je veux dire que nous l'avions conseillé au président, où il a décidé de faire son grand discours de réflexion sur la Révolution française. Il s'est exprimé encore d'autres reprises. Il avait d'abord été question qu'il parle le 14 juillet. Il était apparu que parler en audiovision à la France entière à l'occasion de ce défilé, ça aurait été risqué de tomber un peu à plat, enfin en tout cas de ne pas être très, très bienvenu, avec en plus le G7. Donc c'est la décision qu'il a prise, et ce discours reste intéressant et important, oui. En particulier sur la terreur, etc. Et je précise pour le coup que ce discours, en fait c'est la chaleur qui m'a trompé, parce que ce 20 juin, on voit très bien sur les images du discours
dans la salle du serment du jeu de paume. Et pour le coup, ça, on le trouve très facilement en ligne. On tape 20 juin 1989. Il y a, là, bon, j'imagine que Agnès, c'est évidemment Alina, mais c'est pour le coup, là, il y a une heure de Oui, bien sûr. qui est facilement en ligne. Et il faisait aussi très chaud. Donc, en fait, c'est quand Annie a parlé de la chaleur en mai, parce qu'on le voit très, très bien. Alors là, les gens dans la salle du jeu de paume, qui est très mal aérée, par ailleurs, dégoulinent littéralement. Et il y a des jeunes enfants, ça a fait une belle transition. Eh bien, c'était le conseil que nous avions donné à l'Élysée en disant ne remplissez pas la salle avec les corps constitués, mais que la jeune Annie Duprat, comme adolescente, à ce moment-là, soit invitée. Enfin, on avait voulu faire des écoliers, des adolescents, ça se voit dans les images, n'est-ce pas, qui fassent l'essentiel du public pour pouvoir, pendant très très longtemps, rappeler la gloire du bicentenaire. Alors, avant de passer la parole à la commission, juste, du coup, j'en profite, puisqu'on parle du 20 juin et de ce jour si important du serment du jeu de paume, tant pour 89 que pour le symbole des archives aussi, puisque c'est un jour important pour l'histoire des archives nationales en 1789. Le fait que je vous pose la question, Jean-Noël, parce que ça me vient comme ça à l'idée, le fait que la loi sur le dépôt légal date du 20 juin 1992, c'est pas pur hasard. Promulgation, oui, je l'ai défendu au Parlement dans les semaines qui ont précédé. Mais donc, le fait que la date tombe au 20 juin, c'est un hasard. Ah oui, c'est absolument un dernier mot avant de… Pure question anecdotique. Oui, ça arrive. Annie Duprat parlait aussi de Maxwell, c'est assez important. C'est un escroc prestigieux qui est mort, comme vous savez, dans des conditions bizarres, en tombant de son bateau après avoir été dénoncé comme ayant fait des actes d'évidemment d'escroquerie, avait contribué à faire un grand recueil que Annie Duprat connaît bien, de photographies de toutes sortes. Et nous avons voulu constamment mettre beaucoup l'accent sur les photos. Et quand je me suis retrouvé à la BNF, Denis Bruckmann est venu me revoir avec ce qu'il y avait de cette sorte de grand rouleau où il y avait toutes les images Maxwell. Et nous avons, à ce moment-là, je pense que ça a bien marché, décidé de transférer ça, de faire migrer ça d'une façon qui les perpétue.